Bonjour chers loulous et chers louloutes, merci de me regarder encore une fois, ça me fait très plaisir. Toujours pas le million là, non? Bon bah j'arrête. Bah pourquoi? Tu fais ça pour le fric? Je continue bien évidemment ma chaîne toutes les semaines par amour du cinéma. Mytho. Aujourd'hui, nous allons ignorer tout ce que dit Patrick, mais nous allons aussi parler de Jurassic World 2 Fallen Kingdom, ou en français Le Monde Jurassique, le Royaume déchu. 6,2 sur IMDb, 6,6 presse hallucinée, 6,8 spectateurs hallucinés, donc une note générale de 6,5, ce qui reste un peu haut mais pas totalement immérité. Film d'origine américaine réalisé par Juan Antonio Bayona, à qui l'on doit entre autres Quelques minutes après minuit en 2016, The Impossible en 2012 et L'Orphelinat en 2007. Les scénaristes sont Derek Connolly, à qui l'on doit malheureusement Kong Skull Island en 2017 et Jurassic World. Mais aussi Colin Trevorrow, à qui l'on doit entre autres Jurassic World. Ce dont je me souviens, moi, c'est ça. Je pense que c'est la principale erreur de prendre ce côté blockbuster sans profondeur, car rappelons-le, Kong Skull Island était à oublier tout de même, et Jurassic World survivait par jurisprudence créée par Steven Spielberg. On imagine tous un parc de dinosaures, ça dépasserait Disney de façon incroyable. Ouais, bah, ils se sont pris un caillou sur la gueule, tes potes. Et puis c'était un peu tout quoi. Mais on verra ensemble que Bayona a tout de même réussi à garder un intérêt, limité bien sûr, pour ce film. La musique est composée par Michael Giacchino qui n'a plus rien à prouver. Grâce à son Oscar et son Golden Globe pour Là-haut en 2010, sa nomination aux Oscars pour Ratatouille en 2007, ou encore sa musique pour Mission Impossible 3, Star Trek ou Les Indestructibles 2. Le directeur de la photographie est Oscar Faora, et aussi pour les 3 films dont je parlais pour Bayona, liste à laquelle on peut ajouter Imitation Game en 2014. Enfin, le montage par Bernard Villaplana qui a déjà travaillé avec Monsieur Bayona sur Quelques minutes après minuit et aussi The Impossible. Donc on a une équipe qui se connaît tout de même bien, et c'est par ce style espagnol un peu horrifique, sombre, que le film se sauve et trouve son intérêt, apporté par son réalisateur. La distribution. Owen Grady, interprété par Chris Pratt. Claire Dearing, interprétée par Bryce Dallas Howard. Ellie Mills, interprétée par Rafe Spall. Franklin Webb, interprété par Justice Smith. Zaya Rodriguez, interprétée par Daniela Pineda. Benjamin Lockwood, interprété par James Cromwell. Mr. Eversole, interprété par Toby Jones. Ken Whitley, interprété par Ted Levin. Ian Malcolm, interprété par Jeff Goldblum. Iris, interprétée par Géraldine Chaplin. Et enfin, Maisie Lockwood, interprétée par Isabella Sermon. T'es prêt, Kiki? Ouais, je suis prêt. C'est parti. Verdict. Je peux plus bouger. T'es bloqué? T'as oublié la script, les 230 figurants et les silhouettes. Isabella Sermon donne selon moi la meilleure interprétation du film, la plus émotionnelle, celle d'un personnage cloné. Le contrôle de sa respiration, et donc le jeu avec son torse, qui donne une indication dramatique, elle sait utiliser son buste pour faire passer des intentions. Le chef machiniste aussi. Dès le début du film, Bayona nous plonge dans l'ambiance. Sombre, orageux, pluvieux, les dinosaures apparaissent tels des monstres tapis dans l'ombre. Une mise en scène centrée sur le suspense, on joue avec les éclairs de l'orage. Chef électro. Quoi de mieux qu'un réalisateur qui laisse durer les plans au début de film, même tout au long, pour nous immerger encore plus dans le récit. Là où je suis le mieux émergé, moi, c'est sous l'eau. Ah non! C'est entre les cuisses d'une femme fondée. Au final de cette séquence d'introduction, on nous montre les créatures effrayantes que nous pouvons identifier comme le karma, puisqu'elles tuent ce qu'on pourrait décrire comme des voleurs. La nature reprend ses droits et domine presque complètement tous les humains de cette séquence. Les dinosaures l'emportent. Ah, bien sûr que les dinosaures l'emportent. C'est comme si tu mettais Chenipote face à Ptera. Nous avons même le droit à des confrontations symboliques pour démontrer que nous ne sommes rien à côté d'eux. Lors de cet échange de cris entre le mécanicien et le T-Rex, ou lorsque ce même T-Rex écrase la tablette de ce même mec. Il écrase la technologie humaine. Sur le plan qui suit, avec ce léger coup d'œil à Jurassic Park et cette voiture retournée pneu en l'air, le T-Rex balance cette dernière des ordres pour la mettre sur les pneus ordre. Ici, les symboliques semblent donc être importantes, les dinosaures semblant mettre de l'ordre dans la situation. Ah, dans ma symbolique, je vois juste un dino qui se fait chier à bouger une caisse de la tête alors qu'il pourrait l'écraser avec son pied, quoi. La question posée dans ce film est inscrite actuellement. Ne devrions-nous pas nous battre pour sauver ces espèces proches de l'extinction? Si nous les sauvons pour la bonne cause, leur promettre la vie, alors nous utiliserions à bon escient le peu d'humanité qu'il nous reste.
Ou alors devrions-nous les laisser mourir, comme l'explique Malcolm, le personnage interprétant la théorie du chaos, et respecter la sélection naturelle par ce non-acte, puisque c'est la nature elle-même qui les a fait disparaître au préalable? Bien que par cette question, on parle de tout ce qui a lieu aujourd'hui, ce que l'humanité cause à la Terre. Le film chope un cran de légitimité supérieure lié à la profondeur et l'importance de la question qu'il pose. Alors bien sûr, Steven Spielberg a déjà abordé le sujet lors du Monde perdu. Mais ici, nous avons la vie plus moderne de 20-30 ans de Bayona. Ben, la morale, c'est qu'en 20-30 ans, on est devenu encore plus con. Nous avons faussé le cours de l'histoire. Et nous nous sommes montrés inaptes à maîtriser cette puissance, dit Malcolm, très évocateur de la situation mondiale actuelle. Ensuite, présentation de Claire Dearing. Elle se gratte avec ses talons, ramène du café et est toujours sur son portable. Sa situation a donc un peu changé. Les rôles semblent s'être inversés, mais elle est toujours sur son portable, donc toujours très occupée par son travail. Ensuite, nous découvrons la paléo-vétérinaire, qui reste un personnage amusant, sérieux, interprété justement, mais aussi l'autre humoriste de service qui me fait penser à ses rôles humoristes insipides, comme dans Battleship par exemple. Ouais, j'ai failli avoir le rôle, moi, d'ailleurs. Je pense qu'ici réside la première faute du film en voulant intégrer un autre personnage drôle, ce qui renforce le ton humoristique déjà bien entamé par le duo Chris Pratt-Bryce Dallas Howard. Claire se bat visiblement toujours pour les dinosaures, qu'on puisse les voir, après avoir appris de ses erreurs en ayant travaillé dans le parc Jurassic World. Donc elle est ici bien intentionnée, surtout grâce à la scène avec le brachiosaure mourant, avec lequel elle a eu un rapprochement empathique dans le précédent film. Voici les différentes versions de la disparition des dinosaures. La première, un astéroïde. La deuxième, plusieurs volcans ou supervolcans. Les deux théories faisant la même chose, empêchant donc la lumière du soleil de faire son travail. La troisième théorie étant un mélange des deux, l'astéroïde aurait créé plus de mouvements sismiques qui auraient créé plus d'éruptions volcaniques. Semble-t-il donc ici qu'on nous parle de la théorie de l'extinction des dinosaures par un ou plusieurs volcans. Plus loin, chez Lockwood, Claire porte un haut blanc, qui a pour signification la pureté et l'innocence. Elle semble donc être bien intentionnée. Elle a des gros nichons, elle, quand même. Moi, je suis bien intentionné par rapport à elle. Le personnage qu'elle rencontre ensuite, Ellie, est habillée en costume, ce qui peut avoir une signification avec son futur comportement lié à l'argent, le business. Lorsque Claire, Ellie et Benjamin sont regroupés dans la salle des fossiles, nous avons un plan en grand angle qui parle un petit peu de la fin du film, mais impossible de le savoir pour le moment. Le crâne du Triceratops est au milieu de la salle. En haut à droite, une fenêtre laisse passer une puissante lumière blanche qui vient éclairer ce crâne. La petite fille apparaissant dans la lumière, après s'être camouflée dans son espace, premier indice, elle contribuera, et bien sûr, à mettre fin à ce règne belliqueux. Ensuite, discussion entre Ellie et Claire avec entre eux le bureau tactile. Ellie lance vulgairement l'île des dinosaures sur la gauche avant de poser ses poings sur la table, signe de domination. Ensuite, il dit à Claire « Mais avant tout, j'ai besoin de vous ». Donc elle ne semble être qu'un besoin et non une aide. Besoin d'une femme? Pour le ménage, oui, mais pas pour sauver le monde. Le monde est bien comme il est. Pourquoi le changer? Dans la salle des fossiles, une autre scène intéressante. Celle d'Iris qui tente de garder un œil sur Maisie qu'elle est en train de chercher. Cette dernière, encore camouflée, fait bouger une plante en se déplaçant dans le décor, comme le font les dinosaures dans la saga. Puis elle vient ensuite surprendre Iris par derrière, sans se faire entendre, encore une indication qu'elle partage les mêmes habiletés que les dinosaures qui ont été clonés. Iris reproche ensuite à Maisie de ne pas articuler en la traitant de sauvage, comme le reste des dinosaures. À la fin de la discussion, Maisie lève ses griffes et rugit pour faire une nouvelle fois peur à Iris. Encore une nouvelle indication. C'est pas parler, la pauvre. Un autre message précurseur intéressant est celui qu'Owen dit à Ken, interprété par Ted Levine en sortant de l'avion, « chasseur blanc ». Une fois dans le parc, nous avons un plan intéressant d'une table sur laquelle sont dispositionnés plein de petits dinosaures en plastique, avec au milieu un Compsognathus plus grand, vivant et immobile. Peut-être est-ce une indication pour parler de l'Indoraptor, un dinosaure petit mais très dangereux. Toujours pour parler de l'évolution du personnage de Claire, l'analyste entre en jeu. Il claque des doigts et désigne l'emplacement sur lequel Claire doit poser sa main en disant « main ». Claire s'exécute sans rien dire, on a donc un personnage qui est redescendu à la même hauteur humaine que les autres. Une autre séquence intéressante est celle où Claire et l'humoriste de service sont enfermés dans une salle. Nous découvrons alors un tunnel par lequel avance à petits pas un allosaure éclairé par des jeux de lave. Nous avons ici un bon suspense mis en scène par de vrais outils photographiques et sonores. D'ailleurs, tourner avec de la lave, ça a dû être chaud. Le volcan entre ensuite en éruption et nous pouvons interpréter ces jets de matière comme un clin d'œil à leur possible extinction par un astéroïde. Intervient ensuite cette scène qui n'a pas de sens réaliste où un Carnotaurus, carnivore avec 2 cornes, essaie de manger les humains. Par contre, cette scène peut avoir beaucoup de sens dans la symbolique.
Ce dinosaure, évoquant donc le diable avec ses cornes et sa peau rouge orangée, semble éprouver de la colère envers les humains, peut-être pour les avoir mis dans cette position. Donc il proteste peut-être au nom de tous les dinosaures. Ensuite, ce Carnotaurus est abattu par le roi des dinosaures, le T-Rex, qui semble toujours assez présent pour sauver les humains bien intentionnés. Bien bouffé avant d'aller à la piscine, je comprends moi. Ensuite, on a un plan particulièrement fort qui explique tout cela. Le volcan immense en arrière-plan, les dinosaures interprétés par le tyrannosaure, ensuite la gyrosphère qui interprète la technologie humaine plus petite, et enfin l'humain plus petit que tout. On nous parle donc de l'ordre des choses qui va de l'arrière-plan en avant-plan, nous et notre technologie étant plus petits que l'immensité naturelle. Nous avons ensuite un énième pillage, thème largement abordé dans la saga, mais la scène du brachiosaure est puissamment et tristement magnifique par ses émotions et le constat qu'elle fait. Un animal pacifique, criant à l'aide et les humains regardant sans bouger, un être majestueux qu'ils abandonnent. Le brachiosaure s'élève une dernière fois et part avec dignité et grandeur emporté par la poussière qu'il redevient. Gentils et méchants restent bouche bée face à ce drame, mais seuls les gentils s'en serviront pour changer les choses. C'est quoi un brachiosaure là? C'est comme un fist? Parlons de la scène de Maisie dans le laboratoire où elle se rend compte qu'Ellie et le vendeur d'enchères sont présents. Elle se met alors à fuir à quatre pattes les deux personnes, comme dans Jurassic Park où les deux enfants fuyaient à quatre pattes les deux vélociraptors. Ici donc, elle fuit à quatre pattes le danger. Ouais. Bah, ils ont fait 38 prises, hein. Bah, du coup, la petite peut plus marcher sur les genoux maintenant. Ouais. Elle a plus de genoux et c'est la chienne, quoi. Dans Jurassic Park, la menace était les dinosaures. Ici, le clonage ou toute forme de vie fuit l'humain attiré par le gain d'argent sans fin. Donc une jurisprudence cinématographique est mise en place entre Jurassic Park et Jurassic World de Fallen Kingdom qui nous inscrit dans un propos très actuel. L'humain est mal intentionné à cause de l'argent. Et ça c'est fort putain de servir d'un clin d'œil fait au premier film pour parler de l'actualité. Et ensuite cette scène stressante où ce long bras dangereux de l'Indoraptor vient bouger les cheveux de Maisie qui vient de franchir cette ligne rouge, à la fois au sens propre sur la dangerosité de l'Indoraptor, mais aussi au sens symbolique puisqu'il a découvert les intentions d'Ellie. Par derrière en tirant les cheveux, y a pas mieux. Enfin, avec des personnes majeures bien sûr. Ensuite, cette scène où le T-Rex rentre dans sa cage chez Lockwood, attiré par une chèvre, avant que cette cage ne descende profondément. Nous avons ici une remarque importante sur le fait d'avoir réduit à néant le T-Rex et son instinct naturel de chasseur dans cette cage où il est en train de chasser une chèvre qui devient de plus en plus petite à nos yeux. En recréant, nous supprimons l'instinct naturel. Ensuite, lorsqu'Ellie assassine Benjamin, c'est le pouvoir de l'argent qui assassine les personnes bien intentionnées. Un oreiller plein de salive, c'est dégueu. Moi je dors plus avec. Plus tard, Maisie ouvre la porte avec beaucoup d'intelligence et elle passe ensuite un œil à travers l'ouverture pour regarder les escaliers. Nous pouvons voir en faisant attention que sa pupille se dilate et se rétracte comme tous les gros plans d'yeux de dinosaures que nous avons pu voir dans la saga. Oh, mais c'est la coque ça putain! À Hollywood c'est normal! La vente aux enchères. Moi je trouve cette idée plutôt cohérente dans le monde d'aujourd'hui. Pas vous ? Voyons ensuite la mâchoire de l'Indoraptor dans une sorte de pénombre effrayante avec une lumière rouge qui se dessine dessus, signe de danger. Le jeu des lumières avec l'ombre de la gueule ouverte de l'Indoraptor sur les murs de la salle accueillant l'assemblée d'acheteurs se passe de commentaires tellement elle est habilement explicite. Peu de temps après, Maisie, Claire et Owen se font poursuivre par l'Indoraptor que nous voyons sur le plan suivant sur un toit dominant la vue. Dans une nuit noire pleine de nuages très sombres qui empêchent la lumière blanche de la lune d'éclairer ce monde perdu, dominé par l'agressivité, la technologie, la guerre, représentée par l'Indoraptor. L'horreur et l'intensité des scènes de poursuite nous font ressentir cette traque jusque dans nos sièges, dans cet environnement inconfortable. Surtout cette scène où l'Indoraptor entre par la fenêtre, avec son long bras sombre et dangereux, ses griffes et ses dents acérées, cette gueule assoiffée de sang, c'est brillant. Vient ensuite cette belle scène avec un suspense bien mené. Dans un monde cinématographique où les rebondissements ne sont plus trop surprenants, ici ce n'est pas trop mal fait. Et nous voyons Claire faire un choix compulsif sur un choix affectif, se rendant compte que les dinosaures ne peuvent pas vivre dans le monde actuel, mais c'est bien Maisie qui vient ouvrir la porte et défendre ses pairs, ce qui reste malgré tout cohérent et compréhensible. Un conne. À cause d'elle on aura un 3 c'est sûr.
Ce dernier plan entre le lion roi de la jungle et le tyrannosaure roi de sa période est magnifique et impressionne par son imagination de placer deux super prédateurs d'époques différentes face à face. Résumons les points négatifs du film. C'est le 5e film de la saga, c'est la raison pour laquelle chaque film devient de plus en plus dénué de sens. Deuxième point, l'humour est bien trop présent. En rajouter encore avec le nouveau personnage humoristique comme il a été fait dans le film, c'est trop. Un blockbuster ayant un semblant de déjà-vu sur bon nombre de points durant le film. Quatrième point, c'est que le film est trop long d'une demi-heure. Dernier point, selon moi, c'est le scénariste et le co-scénariste qui ont contribué à rendre une image un peu plus blockbuster superficielle plutôt qu'une image de blockbuster avec de la profondeur, ce que Juan Antonio Bayona a déjà essayé de faire. Et tout ça est un petit peu déjà entaché par le fait que c'est le 5e film de la saga, donc ça joue aussi un rôle important. Les points positifs du film. Dans un premier temps, c'est la mise en scène plus mûre, plus profonde, qui donne de la force aux propos de la part de Juan Antonio Bayona. Le deuxième point, c'est un côté horrifique qui donne de la maturité et du suspense au récit. Troisième point, des questions intéressantes sont posées sur l'humanité, ce qu'elle est et ce qu'elle fait. Le dernier point, c'est des références aux autres films de la saga impliquant des changements de point de vue intéressants. Humans and dinosaurs are now going to be forced to coexist. These creatures were here before us, and if we're not careful, they're going to be here after. We're going to have to adjust to new threats that we can't imagine. We've entered a new era. Welcome to Jurassic World.